Eh bien, bonjour et bienvenue sur iNews Mobility, le média de toutes les mobilités. Et pour cette nouvelle grande interview, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claude Cham, qui est entre autres président de la FIEV, la Fédération des industries des équipements pour véhicules. Bonjour Claude Cham et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, vous avez un CV assez impressionnant, mais vous avez commencé par travailler chez Chrysler, donc chez un constructeur, puis dans l'industrie du pneumatique, donc Sumitomo Rubber Industries, puis Dunlop France, dont vous serez le PDG de 1987 à 2000. Mais je pense que je vais vous laisser poursuivre, car en fait, c'est vous qui connaissez le mieux votre cursus que moi. Mais auparavant, il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans votre CV, c'est justement, vous disiez que vous aviez une formation scientifique. Quelle est votre formation? Ah ben moi, écoutez, j'ai une formation multiprofessionnelle, si je puis dire. Je suis mécanicien. Ensuite, j'ai fait des études d'économie. Je suis un adepte de l'école de Chicago et j'ai travaillé à la fin sur l'offre de monnaie. Et j'ai fait aussi j'ai quelques diplômes en droit. Voilà, j'ai fait ça. Quand il a fallu, à la fin de mes études supérieures, trouver du travail, pour être très clair avec vous, j'avais le choix entre la banque et l'automobile, parce que j'étais un passionné d'automobile. J'ai choisi Chrysler parce que ça payait plus que le tour de banque qui, à l'époque, n'était pas très bien payé. Alors, vous avez été également chez Goodyear Dunlop. Et puis Magneto Wheels France, Oui. qu'est-ce que c'est Magneto? Alors écoutez, ma carrière c'est simple, je vais la résumer en quelques mots. J'ai fait toute ma carrière dans la mobilité ou dans l'automobile. J'ai commencé chez Chrysler. Donc vous avez été mobile. Donc voilà, j'ai été mobile. J'ai commencé chez Chrysler, chez qui je suis resté 10 ans. Et j'ai quitté cette société comme chef du département de la formation industrielle, où je me suis beaucoup intéressé. Alors j'ai commencé comme le tour habituel, ouvrier, contremaître, chef d'équipe, etc., etc. Et je suis parti en tant que chef de département. Là, j'ai quitté cette société. Je suis devenu directeur général d'une société d'assistance aéroportuaire sur les aéroports parisiens. Et par la suite, au bout de quelques années, la société Sumitomo, le consortium Sumitomo, avait racheté Dunlop Japon et ils étaient en train de racheter les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Et la France allait très très mal. Ils n'étaient pas intéressés. Et en 83, cette société a dû déposer son bilan. Maintenant, pour les jeunes, c'est un peu loin, mais ça a été le plus gros dépôt de bilan de France avant celui de Creusot-Loire, puisque la société perdait 1 million par jour. Et là, j'ai été recruté par ce groupe japonais, parce que je m'étais très intéressé chez Chrysler aux affaires de qualité, et je suis un qualiticien, c'est ça qui m'intéresse au sens de la culture japonaise, du Toyota Production System. Et donc, les Japonais m'ont offert de rentrer comme secrétaire général. Je suis très rapidement devenu directeur général, et 3 ans après, nous avions redressé la société. Je suis devenu le président-directeur général. Je suis resté dans ce groupe jusqu'en 2000. En 2000, nous avons fait une joint venture avec Goodyear et je suis devenu le vice-chairman de Goodyear Dunlop Europe. Mais comme le groupe Dunlop, moi j'avais la responsabilité de l'Europe pour la France et tout mon champ d'action allait de la Hollande jusqu'au Cap en Afrique du Sud, en passant par le Proche et le Moyen-Orient. Et j'avais à l'intérieur de ça, si vous voulez, un groupe très diversifié qui était que nous fabriquions des roues, on fabriquait les balles de tennis que vous voyez Roland-Garros, c'était dans l'Europe. On fabriquait aussi des lits, puisque les gens ne le savent pas, c'était dans le pilote. J'ai vu Treca dans le J'ai racheté la société Treca, j'en ai fait le premier litier de France et le deuxième litier européen. Nous sommes devenus, j'ai développé ça avec toutes mes équipes, etc. Ça a été passionnant. Et donc en 2000, un peu plus de 2000, je suis parti à Bruxelles, je suis devenu le vice-chairman de Goodyear dans l'Europe. Donc vous voyez la mobilité, du sport et de la literie, quoi, du confort. Puisque dans le pilote aussi, c'était aussi dans la mobilité, puisque dans le pilote faisait des matelas et dans le pilote faisait aussi des sièges automobiles. D'accord. Alors après, je vois que vous avez beaucoup de postes de président. Vous êtes présidente de la SPEFA. Alors la FIEV, je sais ce que c'est, mais la SPEFA... Alors le SPEFA, c'était le syndicat, si vous voulez. Nous avons en 2000... Je suis président de la FIEV la première fois en 2009. J'ai pris ma retraite à cette époque-là. Et j'avais été, si vous voulez, le président de la Société des ingénieurs de l'automobile de 2000 à 2006. Je m'étais fait une petite réputation, disons, connue dans l'automobile. Et on m'avait demandé, j'étais administrateur de la FIEV, et on m'avait demandé de devenir le président de la FIEV. Donc j'ai été le président de la FIEV de 2009 à 2015.
Et à l'intérieur de cela, récemment, j'ai fait une réorganisation. J'y suis revenu en 2019. Et je suis à nouveau le président de la FIEV pour la 4e fois depuis septembre de cette année. Et le SFEPA, c'était le syndicat professionnel. C'est un syndicat sous la loi de 1884, un vrai syndicat professionnel qui représente et défend. Mais on a fusionné la FIEV et le SFEPA pour en faire une seule entité juridique. Et donc, en 2 mots, la FIEV, c'est un syndicat professionnel qui représente l'ensemble des équipementiers automobiles implantés sur le territoire national et donc qui les représente vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des constructeurs, vis-à-vis de l'Europe, etc., etc. Uniquement de l'automobile, il n'y a pas les motos, les 2-3 roues dans le giron? C'est l'ensemble, c'est essentiellement l'automobile. La moto, si vous voulez, est plus représentée par un autre syndicat qui s'appelle la SIAM, qui représente les importateurs auto et les fabricants de motos. Moi, j'ai bien connu la moto, puisque Dunlop était le premier manufacturier de pneumatiques moto du monde. Ce que peu de gens savent, et encore moins que c'est Dunlop qui a inventé le pneumatique. Beaucoup de gens pensent que c'est Michelin, mais c'est Dunlop. Par contre, Michelin, il a changé les carcasses, il a inventé la carcasse. Et puis il a inventé le pneumatique démontable. Vous avez été également président de l'Union routière de France. Alors moi, c'est des gens qui m'intéressent parce que tous les ans, ils sortent un énorme rapport, une compilation avec des statistiques qui sont très intéressantes et qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs, surtout sous forme compilée comme ça. Ah oui, si vous voulez, l'Union routière de France, c'est pas un syndicat, c'est une association qui regroupe, si vous voulez, beaucoup d'acteurs, en particulier qui, à l'origine, étaient beaucoup plus représentés pour les infrastructures, la route, puisque l'Union routière de France a plus de 100 ans. Un de mes prédécesseurs, très connu, a été Christian Gérondeau. Christian Gérondeau a eu l'idée de dire qu'il fallait produire des statistiques sur la route. Et c'est comme ça qu'on a commencé à éditer, sous Christian Gérondeau, un bouquin qui s'appelle Faits et chiffres. Faits et chiffres, moi je l'ai repris, j'ai succédé, entre Christian Gérondeau et moi, il y a eu un autre homme qui s'appelait M. Prévost, et j'ai repris derrière. Et je me suis aperçu, je me suis dit, ceci est un petit bijou qu'il faut continuer à développer, etc. Je me suis attaché à développer Faits et chiffres, à le moderniser, etc. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est au plan des statistiques un ouvrage de référence. Et j'ai même vu une ministre où son statisticien en chef rêvait de pouvoir produire des statistiques comme celles de Faits et chiffres. Et Faits et chiffres, il faut aussi maintenant le moderniser. Donc je suis resté président de cet organisme pendant 10 ans. Et je me suis attaché pendant ces 10 années à rapprocher la route de l'automobile. Pourquoi ? On a développé des routes, un réseau routier qui n'est pas si mal que ça en France, même si on avait eu du retard sur les autoroutes. Et puis on a développé des voitures qui aussi ne sont pas si mal que ça. Et puis ça s'est arrangé pour que l'un vienne sur l'autre et que ça ne s'est pas trop mal passé. Mais par contre, ce dont je me suis aperçu et qui m'a étonné, c'est que les ingénieurs du corps des ponts ou des ponts et chaussées, les gens de la route, les gens de l'automobile se parlaient assez peu. Et donc je me suis attaché à rapprocher ces gens-là au sein de l'Union routière de France. Et j'ai fait rentrer beaucoup de gens, si vous voulez, comme à l'époque le CNPA, qui s'appelle Mobilance aujourd'hui. J'ai fait rentrer la Fédération des carrossiers, la FFC, etc., de telle façon à ce qu'à l'intérieur de ce cercle, on puisse échanger entre route et il y a aussi ceux qui s'occupent des infrastructures, comme le Vinci, Eiffage. Il y a Vinci, il y a Eiffage, il y a la FNTP, il y a Route de France. Il y a tous ces gens-là. Donc c'est un organe, c'est une petite organisation. Et c'est une petite organisation que j'ai présidée avec énormément d'intérêt parce que ce n'est pas un syndicat. Quand je suis président de la FIEV, je suis président, je défends des intérêts face à d'autres corps. Quand en tant que président de l'Union routière de France, on s'intéressait à la mobilité, à comment trouver des solutions pour une meilleure mobilité. Je le récupère tous les ans. J'ai un frère qui travaille chez Vinci, qui le récupère aussi. Oui, écoutez, j'en suis heureux. Alors également, vous avez été président de la PFA, donc qui est la fameuse plateforme de la filière automobile. De la filière automobile. Je l'ai même créée. Ah bon ? Oui, parce que voilà ce qui s'est passé. Si vous voulez, en
En 2008-2009, nous avons eu la crise des subprimes. Les constructeurs automobiles étaient en grand péril. On a prêté 6 milliards à Renault, à Peugeot à l'époque. On a prêté aussi de l'argent à Valeo. L'État français a prêté de l'argent. Et à l'occasion de cela, les relations entre fournisseurs et constructeurs étaient de mauvaise qualité. Donc il a été édité ce qu'on appelle un code de performance et de bonne pratique. À l'intérieur de ce code, où on devait trouver des solutions pour harmoniser les relations entre les équipementiers et les constructeurs. Il m'a été demandé, il y a une ligne qui dit il faut créer un organe de coopération, d'échange, etc. Et on m'a chargé, Luc Châtel, qui était à l'époque le ministre de l'Industrie, ou secrétaire d'État, mais je crois que c'était un secrétariat d'État. On m'a demandé de me charger de ça. On m'a dit il faut que ce soit prêt en avril. Alors, je ne suis pas certain que ceux qui m'ont commandé ça pensaient que nous tiendrions les délais. Eh bien, écoutez, on s'y est mis en février et en avril, début mai, c'était prêt. M. Châtel est venu inaugurer la plateforme de la filière automobile. On avait créé ça par négociation entre les constructeurs, les équipementiers et les fournisseurs. Et on m'a demandé de présider cet organisme que j'ai présidé pendant 3 ans. L'objectif 2009-2012, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai présidé la PFA pendant 3 ans. Et ce que je cherchais à faire avec les équipes, c'était de trouver un endroit où on pouvait traiter des sujets d'intérêt généraux, comme par exemple l'économie circulaire, comme d'autres sujets comme les économies vertes, etc. Et puis traiter aussi toutes les problématiques de la filière automobile pour les décolleteurs, les usineurs, la forge, la fonderie, etc. Et donc on avait fait un système qui est de groupe de travail, qui n'a pas si mal marché. Et aujourd'hui, cet organisme est présidé justement par Luc Châtel. Et qui a récupéré en plus le mondial de l'automobile dans son Qui a récupéré le mondial de l'automobile, effectivement. Mais pas Equipauto. Ah non. Alors justement, il vous reste que 2 casquettes. Voilà. Donc la FIEV et Equipauto. Alors est-ce qu'on peut commencer par Equipauto, parce qu'on a vu qu'Equipauto, enfin au fil des sessions, a changé d'endroit. Quand il était à Villepinte, je me rappelle, il y avait SIO là à une époque. Enfin, tout était plein. Après, ça s'est réduit, ça a changé d'endroit. C'est venu sur la porte de Versailles. Ça a été raccroché plus ou moins au mondial de l'auto. Alors aujourd'hui, Equipauto, c'est quoi? Ça représente quoi? Et est-ce que c'est pas quelque chose qui se réduit comme une peau de chagrin? Je fais exprès de dire ça pour vous faire réagir. Et vers quoi on va et comment ça peut se développer? Écoutez, alors je vois que vous connaissez bien à une remarque près. C'est-à-dire que j'ai 3 casquettes. J'ai la présidence de la FIEV, je suis président de la SAS Equipauto, et je suis le directeur général d'un fonds de dotation qui s'appelle Kéros. Vous qui avez fait des études classiques, ça va vous évoquer quelque chose. Le dieu grec Kéros. Bon, pourquoi? Eh bien, la FIEV était un organe qui détenait un patrimoine relativement important, qu'il soit immobilier ou qu'il soit financier et qu'il soit commercial. Et les administrateurs de la FIEV, nous avons décidé de placer ce capital à l'intérieur d'un fonds de dotation que nous avons créé. Et nous y avons placé notre patrimoine immobilier, notre patrimoine commercial et notre patrimoine financier. Pour quelle idée? L'idée de base est simple, c'est que nous observons que la chaîne de valeur de la construction, de la fabrication des automobiles, mais plus largement de la mobilité, est en train de se transformer très largement. Et en conséquence de quoi, nous avons dit, l'argent que nous possédons est le fruit du travail des sociétés de la filière automobile et il faut qu'il retourne à la filière automobile. Et donc, on finance des projets sur les mobilités nouvelles à travers ce fonds de dotation. Et à l'intérieur de ça, nous considérons qu'Equipauto doit être aussi un vecteur de communication pour ces mobilités. Alors, quand vous me dites se réduit comme une peau de chagrin, effectivement, si vous voulez me provoquer, vous ne pourriez pas trouver mieux, parce que ce n'est pas du tout notre objectif. L'objectif est le suivant, c'est que Equipauto, ça va avoir 50 ans en 2025. Ça a été créé par M. Souriau, qui a été un grand équipementier automobile, et ça a été créé en 1975 en réaction à la création d'Automecanica qui venait de se créer en 1972. Bon.
Ça a eu des fortunes. C'était en alternance. C'était en alternance tous les 2 ans. Voilà, il y avait une sorte de gentleman agreement de telle façon à ce que chacun se tienne en alternance. Ce gentleman agreement, malheureusement, a un peu été bousculé avec la pandémie du Covid, etc. Et donc, il a fallu se réorganiser. Ça, c'est une première chose. Mais moi, en tant que... Je me suis intéressé à Equipoto depuis 2009. Effectivement, en 2009, la première décision que j'ai eu à faire, c'est de savoir si je maintenais Equipoto ou si je supprimais Equipoto en 2009 compte tenu de la crise. J'ai pris la décision de le maintenir. Pour être très franc avec vous, ça n'a pas été très... C'était à Villepinte, effectivement. Ça n'a pas été la plus grande réussite financière de ma carrière, mais enfin, on l'a tenu et on l'a fait. Et parce que je tiens beaucoup à cet événement. Ce que je pense, c'est que les salons, aujourd'hui, traditionnels, B2B, puisque c'est un salon B2B, doivent se réinventer. La mobilité est en train de complètement être bouleversée dans sa chaîne de valeur. Vous qui connaissez très bien la gestion des flottes, etc., et de par votre carrière, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je considère aujourd'hui qu'il y a plusieurs révolutions dans la mobilité. Il y a la révolution technologique dont on parle beaucoup, qui est le passage du moteur thermique au moteur électrique. On parle beaucoup de la donnée, c'est-à-dire de la connectivité des voitures autonomes, de ceci et de ça. On parle un peu moins d'une troisième évolution qui, à mon avis, est encore socialement parlant ou sociétalement parlant plus importante, qui est le passage de la propriété à l'usage. Et je pense que tout ceci va bouleverser la chaîne de valeur. Et je ne suis pas le seul à le penser aujourd'hui. Ça fait longtemps que je le pense, depuis déjà maintenant bien une bonne dizaine d'années, je pense ça. Et donc, je crois que notre salon doit s'intéresser à cela et doit se modifier. Donc, nous avons créé Equipoto, d'abord, premièrement, nous sommes revenus de Villepinte à Paris. Donc ça nous a aidés, et nous avions 3 halls, et ça a très bien marché en 2017. Bien, on a refait 2019, et puis la pandémie est arrivée. Nous avons créé un nouvel événement qui s'appelle Equipoto On Tour, où nous sommes allés dans 6 villes de France, et au début, on a eu du mal à convaincre, mais en définitive, ça s'est bien passé. Nous avons fait Equipoto Paris cette année, en 2022. Nous allons faire l'année prochaine, 2023, un Equipoto à Lyon, en même temps que le Salon de l'automobile de Lyon. Nous reprendrons... C'est pas Solutrans, c'est à côté. C'est pas Solutrans, ça sera après Solutrans, ça sera le Salon de l'auto, et Equipoto se tiendra en même temps que Solutrans. Et si vous voulez... Sur le même principe que le mondial avec Equipoto. Exactement. Le même principe. Et ce que je pense, c'est qu'il faut que les gens... D'ailleurs, nous avons déjà un taux de réservation très élevé pour Lyon. C'est que les clientèles pour Solutrans, c'est le poids lourd, c'est les flottes de poids lourds, c'est une clientèle particulière. Equipoto, c'est une clientèle tout à fait nouvelle, différente de celle-là, je veux dire. Et puis, nous allons faire 2024 Equipoto On Tour, et puis 2025 Equipoto à Paris. Donc, ça, c'est la première chose. Equipoto, c'est quand même le salon de référence dans la zone II et MIA, si vous voulez, européenne. C'est un salon de référence. Et puis, pour tout vous dire ma satisfaction, l'exercice 2022 s'est très bien passé. C'est un salon, effectivement, qui a été beaucoup plus concentré, mais les gens ont été très contents de se retrouver. Et en termes de visitorat, nous avons fait quand même, nous étions fixés un objectif de 80 000 visiteurs professionnels. Nous en avons fait 78 280, si ma mémoire est exacte, ce qui n'est pas si mal que ça, puisque nous talonnons Automechanica, qui a fait à peu près 78 000 aussi visiteurs. Donc, aujourd'hui, mon objectif, avec toute l'équipe, n'est pas de faire une peau de chagrin d'Equipoto, c'est au contraire de le développer. De le développer d'abord sur une zone qui est la zone du Maghreb méditerranéen, et puis de voir un peu plus loin. Mais surtout, ce que je pense, c'est qu'il nous faut revisiter la notion de salon. Si je reviens un peu à l'histoire, en 2 mots, c'était les salons, ce qu'on appelle des salons, ça s'appelait des foires, il y a pas longtemps. Et on se retrouvait, on faisait des transactions. Bien. Et puis c'est devenu des salons. Ben, nous, en tant que salon, aujourd'hui, nous devons continuer à permettre à nos adhérents de se rencontrer, de se former, de faire du business. Mais nous devons aussi, compte tenu de l'évolution technologique qui va très très vite, créer un lien permanent entre 2 événements physiques, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que
je cherche à créer une continuité de relations, donc à offrir des nouveaux services, et nous sommes en train d'imaginer... Donc une plateforme sur une Par plateforme exemple, Internet. voilà, on est en train de réfléchir à un certain nombre d'outils que nous allons proposer à nos exposants. Et puis, en complément de cela, Equipoto est devenu un peu plus le vecteur de communication, de support de la Fièvre auprès de l'aftermarket. Pourquoi Alors ça là, oui. L'aftermarket est un marché qui, compte tenu de l'évolution avec l'électrification, dont beaucoup de gens parlent, bon, le moteur thermique, on a beau l'interdire en 2035, compte tenu du parc, il va rester oui, il y en aura encore. Il y en aura encore. Et puis, il sera peut-être alimenté avec une électronique différente, avec de l'hydrogène. Par exemple. Donc, eh bien, nous avons fait à la Fièvre une étude que je voulais connaître, justement avant le salon Equipoto 2022, où nous avons fait une étude de sensibilité, où on a fait une hypothèse. Imaginons que nous immatriculions maintenant pendant 10 ans 10% de plus de véhicules électriques, 20% et 25% par an de plus. Qu'est-ce que ça donne sur l'aftermarket? Et vous vous apercevez que malgré l'hypothèse la plus haute à 25%, l'étude démontre que le marché aftermarket qui fait avec le pneumatique 33 milliards, sans le pneumatique 18 milliards, est un marché qui va rester, je dirais, quasiment stable sur les 10 prochaines années. Alors, je vais faire encore une fois de la provocation. Sur les véhicules électriques, a priori, l'aftermarket, un moteur électrique, ça tombe quasiment jamais en panne. Les batteries, on les change. Il reste quoi? Il y a plus de fluide. Il reste quoi? Il reste les pneus, les suspensions. Vous faites pas de la provocation en me disant ça, mais vous me donnez la possibilité de vous dire ce que je pense sur cette politique. Je suis personnellement, et à la Fièvre, nous nous sommes exprimés très tôt, contre cette directive qui nous a été imposée par l'Europe. Nous considérons que aller vers la neutralité carbone en 2050 est un objectif auquel nous adhérons pleinement. Par contre, nous dire, pour aller à la neutralité technologique, vous devez faire ceci, nous semble une erreur dont je pense qu'on est peut-être en train de mesurer les conséquences. Alors, il y a des clauses de revoyure en 2026, et en plus, l'Europe ne dit pas la même chose que la France. L'Europe parle de moteurs thermiques, et la France parle de moteurs à énergie fossile. Oui. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pense qu'effectivement, on a mis des barrières pour forcer tout le monde à y aller, et puis on va se rendre compte qu'il va falloir... peut-être. Puis il y a des nouvelles technologies qui arrivent aussi. On a les carburants de synthèse, on a les biocarburants de troisième génération, on a l'hydrogène. Enfin, il y a d'autres solutions. Et le truc unique, valable pour tout le monde, dans tous les cas d'usage et tout ça, personnellement, moi, j'y crois pas. Et je pense que c'est une erreur. Moi, je pense fondamentalement la même chose que vous. Et le bon sens ne me semble pas être au rendez-vous de ces décisions. Le bon sens aurait dû nous prévoir de respecter un principe qui est la neutralité technologique. Et ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas, au problème de mobilité que nous allons rencontrer dans les 30, 40 et 50 prochaines années, il n'y a pas une réponse unique. Il y a une réponse, et ça va être multimodal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y aura des solutions pour les centres-villes, il y aura des solutions pour les zones urbaines et périurbaines, il y aura des solutions pour les zones rurales. Et puis, tous les pays ne sont pas identiques. La France a une typologie, les États-Unis en ont une autre, l'Asie en a une autre, etc., etc. Donc je pense que c'est une grande erreur que l'Europe est en train de commettre. Et puis deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise énergétique que nous sommes en train de vivre, on commence à se rendre compte que la voiture électrique va coûter fort cher pour des capacités de financement du marché qui ne sont pas au rendez-vous. Donc comment nous allons résoudre tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de commissaires européens et d'hommes politiques et de femmes politiques qui sont en train d'y réfléchir. J'ai fait un édito qui s'appelle le court thermique. Oui, le court thermique, vous aviez bien raison. Voilà. C'était tout à fait ça. Et moi, j'espère que la clause de revoyure... D'abord, je voudrais qu'elle soit avancée. Je le dis très clairement, je l'ai encore dit récemment à 2 ministres que je viens de rencontrer dans les semaines qui viennent de s'écouler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer, pour nous, équipementiers, les voitures de dans 5, 6, 7 et 8 ans. Et en conséquence de quoi, une fois que le savoir-faire sera parti, on ne va pas le remettre. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que la clause de revoyure soit avancée et puis qu'on ait des propositions qui soient un peu plus sérieuses
que celles qui ont été faites il y a quelques mois. Alors, je voulais vous interroger rapidement, parce que le temps avance sur la fièvre, faire un petit point sur la fièvre. Et puis après, on reviendra sur tout ce qui est le devenir et le futur de l'automobile et des mobilités, puisque vous avez évoqué 3 révolutions. Vous avez listé 3 révolutions à venir. Vous avez évoqué la 4e, mais je voulais vous en parler, mais vous l'avez évoqué, c'est effectivement tout ce qui est la partie qu'est-ce que va devenir l'automobile? Est-ce que ça va rester une brique dans le multimodal? De toute façon, le multimodal, il faudra y aller. Alors, est-ce que chacun continue à travailler en silo, chacun dans son coin, ou est-ce qu'on essaye de réfléchir un peu plus global? Mais on va juste faire un petit point, si vous le permettez, sur la FIEV. Donc, aujourd'hui, la FIEV, c'est pour voir un petit peu combien ça pèse, c'est combien d'équipementiers, un chiffre d'affaires global généré si c'est possible, et combien d'emplois dans la filière. Alors la FIEV, si vous voulez, la FIEV, d'abord c'est un organisme ancien, puisque c'est un organisme qui a 110 ans. Donc ça s'est créé, si vous voulez, avec l'industrie automobile. Il y a eu des fortes évolutions dans D'abord, il faut se souvenir, une chose que j'aime rappeler, c'est qu'un équipementier automobile n'existait pas avant les années 70-80. Il y avait des fournisseurs. Et puis, les constructeurs automobiles ont développé la notion de just-in-time, la notion de fonction, et c'est là que sont nés, par agrégat, ces équipementiers automobiles dont maintenant on connaît tous les noms, Valeo, Fortuna, Plastic Omnium, Bosch, etc., etc. Et deuxième évolution, c'est que les constructeurs automobiles, dans un premier temps, spécifiaient très en détail le cahier des charges de la fonction qu'ils nous avaient transférée, qui était la fonction siège ou la fonction liaison au sol ou autre. Et puis par la suite, les équipementiers automobiles se sont aperçus qu'ils pouvaient offrir des solutions différentes à plusieurs constructeurs automobiles. Et donc ils se sont appropriés une part de recherche et de développement qu'ils n'avaient pas par le passé et sont devenus des apporteurs de solutions. Fournir des ensembles plutôt que des pièces. Plutôt que des pièces. Donc aujourd'hui, la FIEV, écoutez, la FIEV, elle suit la fluctuation de l'industrie automobile. On produisait 3,5 millions de véhicules en 2007. Aujourd'hui, cette année, nous allons en produire 1,3 million. On en aura vendu 1,6 million. Donc, on fluctue ça. Et donc, aujourd'hui, la FIEV représente 130 à 150 groupes de sociétés, ce qui représente 300 sociétés. C'est un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 18 milliards d'euros. 56% de ce chiffre d'affaires est fabriqué à l'export. Et chose dont j'étais très fier dans le passé, jusqu'en 2016, la balance commerciale des équipementiers automobiles restait excédentaire. Et malheureusement, de par les délocalisations que nous avons été amenés à devoir faire pour suivre nos clients, eh bien, elle est devenue déficitaire. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la FIEV doit s'adapter à ce nouveau contexte, je dirais, où le problème fondamental que nous avons est un problème de compétitivité sur le territoire national français, car la mondialisation s'est ouverte. L'Europe a prôné pendant de nombreuses années un libre-échangisme, je dirais, de bonne loi, et je ne suis pas un tenant, en tant qu'économiste, je ne suis pas un tenant du protectionnisme, mais il n'en demeure pas moins que quand on veut jouer au libre-échange, il faut jouer avec les mêmes règles. Et quand on voit que, par exemple, les États-Unis, aujourd'hui, sont en train de sortir une législation qu'on appelle l'IRA, que la Chine, qui est un État, arrive avec des principes qui ne sont pas forcément toujours très... Ça ne s'appelle pas nécessairement des principes. Voilà, exactement. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie tout ça. Donc voilà ce qu'est la FIEV. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire que la part des équipementiers dans un véhicule, avant, c'était, je dis n'importe quoi, les constructeurs faisaient 80% du véhicule. Aujourd'hui, c'est... À 85% du prix de revient d'un véhicule automobile, c'est... Alors, on donne ce chiffre. Moi, je préfère donner une fourchette. Vous voyez, ça peut fluctuer entre 70 et 85%. Pourquoi? Parce que suivant la gamme de véhicules, c'est nous qui faisons le prix de revient de fabrication entre 70 et 85% du prix de revient de fabrication. Alors, vous avez fort justement abordé un point qui nous touche beaucoup, c'est qu'une voiture électrique, c'est beaucoup plus simple qu'une voiture thermique. Et qu'en plus, ça tombe moins en panne, etc., etc. Et donc, grosso modo, on estime qu'un véhicule
électrique, c'est à peu près 32% en moins, je dirais, qu'une voiture thermique en complexité. Donc ça touche les effectifs, et les effectifs qui seront les plus touchés aujourd'hui sont les effectifs, je dirais, des gens de la vallée de l'Arve, de l'usinage, tous les fondeurs, les forges, etc., etc. Maintenant, ce que je trouve dommageable, c'est on aurait pu éviter cette casse, je dirais, à l'emploi et industriel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas abandonné le moteur thermique et qui vont continuer. Donc, c'est gentil de venir nous dire il faut que vous soyez exemplaires et tout le monde va nous suivre. Je ne suis pas certain que M. Xi Jinping se pliera aux volontés de Mme von der Leyen. Et puis, on a un petit défaut franco-français, c'est qu'en Europe, on aime bien souvent être les premiers de la classe et faire mieux que les autres. Exactement. Donc, alors, l'avenir et le futur, là, vous disiez que vous allez perdre 32% enfin, le véhicule électrique, c'est 32% de moins de complexité par rapport à un véhicule thermique. Alors, est-ce que ces équipementiers, ils sont réduits à réduire, ou est-ce qu'ils peuvent continuer peut-être à s'intéresser à d'autres secteurs, à d'autres domaines? Eh bien, écoutez, ce que je prône en tant que président de la FIED et ce que j'essaye de promouvoir à titre personnel, et j'ai beaucoup d'administrateurs qui me suivent dans ce domaine, c'est que je considère que la mobilité prochaine va être une mobilité multimodale. Voilà, Comme on va avoir, de mon point de vue, ce que j'appelle dans mon jargon des providers de mobilité. Et ces providers de mobilité, à mon avis, vont être, grâce à l'appareil qu'on a tous dans notre poche aujourd'hui, sans lesquels on ne sait plus vivre, eh bien, on va pouvoir acheter de la mobilité aérienne, de la mobilité ferroviaire, de la mobilité automobile, etc., etc., etc. Et ce que je pense, c'est qu'il faut que nos équipements... Et l'ensemble sur la même application, avec la possibilité de payer au bout du trajet. Exactement. Vous avez exactement dans la tête le même modèle que celui que j'ai dans la tête. Et en conséquence de quoi, ce que je prône pour nos équipementiers, je leur dis, l'internationalisation et la mondialisation de nos métiers, c'est fini, on ne reviendra plus en arrière. L'électrification, la décarbonation de la mobilité, on ne reviendra plus en arrière. Donc il faut vous adapter, il faut y aller. Mais par contre, ce que je vous recommande, c'est que pendant longtemps, il fallait être le leader sur son segment, mono, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux se diversifier pour aller vers de l'aérien, vers du ferroviaire, vers autre chose, du vélo, pourquoi pas, etc. etc. Quand vous regardez, par exemple, vous avez des vélos aujourd'hui, juste en venant ici, vous voyez, je me suis arrêté sur le magasin là, qui est juste à côté, et je regardais un petit peu comment un vélo se présentait. Il y avait même un triporteur intéressant. Je crois que nos équipementiers... avant, arrière... Et donc, nous avons, au-dessus de la FIEV, une petite fédération qui s'appelle la Fédération des entreprises de la mobilité, à laquelle nous avons 2 syndicats qui adhèrent, dont tous à vélo. Et nous entretenons d'excellentes relations avec les gens qui promeuvent une mobilité douce comme le vélo. Et à l'intérieur de nos équipementiers, nous avons même un équipementier, Pragma, qui s'occupe de vélos hydrogène. Qui, au Pays Basque, fait des vélos à hydrogène. Exactement. À Guettari, non? Oui, à Guettari, exactement, à Guettari. À Guettari, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Monsieur Christian Janson est un administrateur avec qui je m'entretiens très souvent. Alors, en allant un petit peu plus loin, on les a un petit peu évoqués. Ça, c'est des solutions, effectivement, c'est d'aller vers le multimodal et d'aller vers d'autres secteurs. Et en plus, en se parlant, ça permettra de développer, d'offrir à plusieurs, d'aller plus loin plutôt que des éléments, des solutions de mobilité, comme on dit. Mais quand... Est-ce que, toujours, là, je vais faire la provocation, est-ce que la partie n'est-elle pas complète, enfin pas complètement, mais n'est-elle pas un peu perdue? Parce que quand on voit... je me rappelle vraiment d'un tournant quand j'ai essayé la 307 deuxième génération. On était pas très loin du siège de l'usine de Peugeot dans l'est de la France. Et en fait, on est arrivé, on nous a fait une conférence de presse où nous en parlait de la motorisation de la 307 et de sa carrosserie pendant 5 minutes. Il nous a parlé pendant 20 minutes du merveilleux écran Sony,
enfin, je sais pas comment Oui, oui. voilà, toutes ces capacités, des écouteurs et du système audio focal qui est une marque française, etc. Et je me suis dit, mais on est venu essayer un véhicule, un outil de mobilité ou un écran au salon de l'électronique et est-ce que, quand on voit aujourd'hui les gens comme donc Apple CarPlay, avec des systèmes comme ça, moi quand je monte dans mon 2008 avec mon smartphone, il est toujours en train de me demander si je veux pas basculer sur Apple CarPlay, ou bon, il y a ceux qui ou aussi ou Android Auto. Est-ce que c'est pas finalement est-ce que finalement c'est pas eux qui, avec les véhicules de plus en plus connectés, à terme autonomes avec des niveaux, enfin avant qu'on dépasse le niveau 3, on va encore passer de l'eau sous les ponts. Est-ce que c'est pas déjà, c'est pas eux qui vont faire la loi et qui vont commander toute l'électronique, tout ce qui fonctionne dans un véhicule? Vous avez raison, vous avez tellement raison et j'en suis tellement convaincu que j'ai fait modifier les statuts de la FIEV qui, avant, ne permettaient d'avoir qu'en fin de compte des sociétés qui fabriquaient du hard, si je m'exprime ainsi, sur le territoire français, etc., pour ouvrir à des start-up, pour ouvrir à des sociétés de logiciels, etc. On dit, et j'en suis convaincu, que dans la voiture de demain ou dans le mobile de demain, je préfère parler du mobile de demain parce que nous ne savons pas bien quelle forme il aura, 60% ça sera du soft et 40% ça sera du hard. Je suis intimement convaincu de ça. Et ce que je crois, c'est que la grande révolution qui va se faire dans les 20 prochaines années, alors vous avez raison de dire que l'autonomie des véhicules, avant qu'on arrive au niveau 5, il va encore passer de l'eau sous les ponts, c'est pas pour demain la veille, mais un niveau 3, des choses comme ça, c'est des choses tout à fait entendables. Et puis, bien évidemment, ce mobile va être en fin de compte un objet de communication. Une interférence va se faire et en conséquence de quoi les nouveaux acteurs comme Sony, les nouveaux acteurs comme Apple, tous ces vont venir se mettre sur cette... Au moment où les personnes seront dans cet habitacle, ils sont en fin de compte des clients potentiels tout à fait ouverts, etc., privilégiés. Donc je suis intimement convaincu que cette révolution de la donnée va devenir une grande partie de l'évolution de la mobilité de demain. C'est ce qu'a présenté Carlos Tavares au CES de Las Vegas, sa nouvelle société pour traiter la data. Je suis d'accord et moi je pense exactement la même chose. Je l'ai dit sur un équipe auto, la première fois que j'en ai parlé, si vous voulez, j'en ai parlé en 2015 à équipe auto parce que je suis intimement convaincu de cette évolution. Vous voyez, je ne suis pas plus visionnaire que n'importe qui. La seule chose qu'il y a, c'est que comme j'ai eu la chance d'être le président de l'Union routière de France et que j'ai été en contact avec toutes ces évolutions différentes et que je n'étais pas prisonnier de la seule vision de l'automobile, je me suis très vite aperçu qu'on allait aller vers ces évolutions-là. Et je suis intimement convaincu que ça ne va faire que s'accélérer dans les mois et les années qui viennent. En conséquence de quoi, j'ai dit sous une forme de provocation comme vous, un jour au cours d'une conférence, que pour moi, l'avenir d'un constructeur automobile n'était plus de vendre des voitures. Alors là, on m'a pratiquement sauté à la gorge. J'ai expliqué que ma vision de la chose était la suivante. La voiture, le hard en fin de compte, va devenir un objet dont peut-être que vous, consommateurs, vous allez avoir envie de le posséder parce qu'il va être beau, parce qu'il va correspondre à quelque chose. Eh bien, moi, je vais vous dire non, monsieur, ou non, madame, vous ne pouvez pas le posséder. Par contre, si vous voulez posséder cet objet, je suis un vendeur d'une mobilité qui s'appelle de la mobilité Peugeot, Stellantis, Toyota, Mercedes ou autre. Et si vous achetez ma mobilité, à ce moment-là, je vous donnerai l'accès à ce véhicule. Et c'est que je crois vers ça que nous allons aller, c'est-à-dire que le fabricant automobile, et je crois que Carlos Tavares a très bien compris cette évolution, est d'aller vers une offre de mobilité nouvelle à l'intérieur de laquelle il y a un objet qui est un mobile et qui va permettre de réaliser le rêve. En sous-jacent de tout cela, dans ces évolutions, ce qui est, je crois, le plus dangereux, c'est qu'il ne faut pas... L'automobile a été un objet qui a permis une évolution extraordinaire pour les sociétés humaines parce qu'il a apporté la liberté de déplacement individuel. Et ce serait dramatique que dans les évolutions prochaines,
on remette en cause cette évolution et cette liberté à laquelle, à titre personnel, je suis très attaché. Moi aussi, mais ça a déjà commencé. Hein, quand on vous dit mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir tel type de voiture, pas encore telle couleur, mais tel type de voiture pour aller de là à là, tu es sûr que tu ne peux pas faire autrement? Vous avez raison, le risque est là. En essayant de culpabiliser les gens en plus. Exactement, le risque est là et c'est contre ce risque, je crois, qu'il nous faut être un certain nombre à nous lever et à ne pas avoir peur de dire que, effectivement, la voiture peut être l'objet d'inconvénients ou d'externalités négatives. Mais est-ce que c'est la voiture ou est-ce que ce sont ceux qui ont conçu les infrastructures pour permettre à cette voiture de... On peut se poser la question, hein, où est l'œuf et la poule? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en travaillant sur ces solutions pour les équipementiers, est-ce qu'aujourd'hui, vous sauriez me dire si des équipementiers, par exemple, travaillent avec les gens comme... Parce qu'en France, on a la chance, on a 4 constructeurs de navettes autonomes. Enfin, Navia, etc. Oui. Autonomes, entre guillemets. Entre guillemets, oui. Et est-ce qu'ils travaillent tout seuls ou est-ce qu'ils travaillent avec les équipementiers du monde automobile? Ils travaillent avec les équipementiers du monde automobile. Ils travaillent avec les équipementiers du monde automobile. Et d'ailleurs, voyez-vous, quand nous avons créé le fonds Kéros, le fonds Kéros a pour vocation de financer chaque année un certain nombre de programmes de recherche à partir du moment où ils sont d'intérêt général sur ces nouvelles mobilités, d'aider des doctorants ou d'aider des start-up ou d'aider des sociétés dans ce domaine. Et par exemple, à l'équipe auto, nous avons primé 4 dossiers qui seront financés dans l'année 2023. Alors, par exemple, la fameuse navette rail-route de M. Montebourg, c'est des choses qui sont... c'est plus... mais c'est des solutions qui existent et qui relient voilà, c'est pas les uns contre les autres, on peut faire des choses ensemble. On peut faire des choses ensemble, et puis après, il faut... Moi, ce que je dis, c'est que c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec la Commission européenne, c'est que à l'origine de l'automobile, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous avez vu un foisonnement d'idées qui sont arrivées, on sortait du fiacre, et puis on a inventé sur des châssis tout un tas de choses. Et puis petit à petit, l'industrie s'est structurée, Ford est arrivé, le Fordisme, etc. etc. Ben, je crois que nous sommes exactement à la même révolution. Il va y avoir un foisonnement d'idées nouvelles. Certaines sont bonnes, certaines ne sont pas bonnes. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a une ou deux qui vont émerger. Et c'est celles-là qui remporteront le marché sur un certain laps de temps. Je lisais pas plus tard que ce matin, avant de venir, qu'il y a la société néerlandaise va sortir un nouveau modèle d'une voiture à énergie solaire qui permet 20 000 km, etc., etc. Il y a une américaine, il y a l'Aptera aussi qui fait ça. Il y a l'Aptera aussi. Donc, je crois que chaque fois que l'on finance de l'innovation, chaque fois qu'on finance de la recherche, etc., ben, il y a un risque derrière. Et puis, ben, il faut aussi qu'on dépasse ce que l'on croit impossible aujourd'hui. Ce qui était impossible il y a 10 ans semble possible aujourd'hui, etc. Là où je suis perplexe, si vous voulez, c'est qu'au plan industriel, le tout électrique ne me semble pas être le vecteur unique pour permettre d'abord d'avoir une énergie pas chère, avant que nous ayons fait la conversion d'énergie nécessaire. Et puis deuxièmement, en termes de souveraineté industrielle, là, quand on regarde le lithium, quand on regarde le cobalt, quand on regarde un petit peu tous les métaux rares dont nous avons besoin, on peut se poser des questions sur Oui, aujourd'hui, on va faire des gigafactories en Europe, mais en fait, on assemble des cellules qui viennent de Chine. Vous avez parfaitement raison. Donc, on n'est pas encore... on n'est pas encore... Bon, et puis, par exemple, le cobalt, c'est le Congo. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Et puis, quand on regarde... Une deuxième chose dont on ne parle pas non plus, c'est la matière première, c'est le minerai. Il faut regarder où se passe le raffinage aussi. Alors, on a été très bavard. Je vous l'avez dit que j'étais bavard. Le temps défile. Je vais vous demander maintenant de répondre à la fois sur Équipe Auto et après sur la Fièvre, mais avec une phrase ou quelques mots très courts. Donc, si vous deviez résumer ou caractériser Équipe Auto aujourd'hui, la phrase, ce serait quoi pour synthétiser et résumer? Équipe Auto, c'est le salon B2B de l'aftermarket, qui est un vrai marché comme le marché du premier équipement et qui doit être un apporteur de solutions et d'échanges, de rencontres pour des acteurs qui vont rester des acteurs importants sur ce marché.
La même chose, même exercice pour la fièvre? La fièvre, c'est un apporteur de solutions pour les équipementiers automobiles qui doivent se transformer et qui doivent évoluer non plus sur un secteur monoproduit, mais sur une multimodalité d'équipements. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Un grand merci à Claude Cham pour avoir répondu à toutes nos questions. Et puis aussi nous éclairer sur l'avenir d'Equipe Auto et de la fièvre, et puis surtout aussi son histoire, qui est très intéressant. Il faut savoir d'où on vient toujours. Merci également à nos fidèles auditeurs et spectateurs à qui nous donnez rendez-vous pour d'autres interviews dans les semaines à venir et tout au long de l'année. Dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters comme à notre site. Le lien s'affiche en bas de votre écran, et à très bientôt sur A-News Mobility. Merci encore, Claude Cham. Merci beaucoup, merci de votre accueil.